Voilà. Alors, lecture bonus. Tiré du concept du continuum. Je trouve que c'est le passage le plus fort du livre. Alors attention, il peut créer pas mal d'émotions. Je vais essayer de pas être trop long. Que se passe-t-il si on empêche l'attachement d'avoir lieu, si on enlève le bébé alors que sa mère est censée le caresser, le porter vers sa poitrine, dans ses bras et dans son cœur, ou si la mère subit trop l'effet des médicaments pour vivre pleinement cet attachement? On parle de la naissance donc là. Apparemment, le stimulus d'attachement, s'il n'est pas satisfait par la rencontre tant attendue avec le bébé, cède la place à un état de deuil. Dans toute l'histoire des naissances humaines, lorsque la mère ne ressent pas cette vive tendresse, c'est parce que le bébé est mort-né. La réaction psychobiologique est une réaction de deuil. Lorsque le stimulus est laissé sans réponse, les forces du continuum supposent qu'il n'y a pas de bébé et que l'élan d'attachement doit être annulé. Quand, tout à coup, l'hôpital moderne, après des heures ou même seulement des minutes, rend le nouveau-né à sa mère, elle se culpabilise d'être incapable de cajoler, entre guillemets, ou d'aimer son bébé à la folie, entre guillemets, et souffre d'une tragédie civilisée classique appelée dépression postpartum normale, entre guillemets. Juste quand la nature l'avait au mieux préparé à un des événements émotionnels les plus profonds et les plus influents de sa vie. Une louve fidèle au continuum des loups serait pour un bébé humain de ce stade une mère plus adéquate que la mère biologique du bébé, qui est alitée à 1 mètre de celui-ci. La louve, elle au moins, serait tangible. La mère humaine, quant à elle, pourrait tout aussi bien se trouver sur Mars. Dans les chambres des maternités occidentales, il y a peu de chances d'être consolé par une louve. Le nouveau-né, dont la peau réclame à tout prix le toucher originel de douceur, de chaleur et de chair vivante, est enveloppé dans un vêtement sec et sans vie. Peu importe ses pleurs, on le range, entre guillemets, dans une boîte, entre guillemets, elle aussi sans vie. Et cela pour la première fois depuis des siècles d'évolution et son séjour dans l'utérus. Les seuls sons qu'il perçoit sont les vagissements d'autres victimes souffrant de la même et indicible agonie. Ces sons ne représentent rien pour lui. Il pleure et pleure encore. Ses poumons, nouvellement exposés à l'air, sont épuisés par le désespoir dans son cœur. Personne ne vient. Faisant confiance à la vie, comme il est inscrit dans sa nature, il fait la seule chose dont il est capable, et continue à pleurer. Finalement, une éternité plus tard, il s'endort, épuisé. Il se réveille au milieu d'un silence cruel, dans l'oubli, dans un endroit sans vie. Il crie. Des pieds à la tête, il brûle de désir, de volonté et d'impatience. Il suffoque et hurle jusqu'à ce que ses sanglots résonnent dans sa tête et la fassent vibrer. Il crie jusqu'à ressentir une douleur dans la poitrine et dans la gorge. Il ne peut plus supporter cette souffrance. Ses sanglots s'affaiblissent et cessent. Il écoute. Il ouvre et ferme les poings. Il roule la tête d'un côté, puis de l'autre. Rien n'y fait. C'est insupportable. Il recommence à pleurer, mais cela en est trop pour sa gorge épuisée. Il s'arrête. Il raidit son petit corps, torturé par le désir, et en retire un léger soulagement. Il agite les mains et gigote. Il s'arrête, capable de souffrir, mais incapable de penser, incapable d'espérer. Il écoute et se rendort. Lorsqu'il se réveille, il mouille sa couche, et cela le distrait un instant de son tourment. Mais le sentiment agréable d'uriner, ainsi que la sensation chaude et humide du liquide qui coule le long de son corps ne dure qu'un instant. La chaleur s'est immobilisée, se refroidit et devient moite. Il agite ses jambes, raidit son corps, sanglote. Désespéré, il hurle sa misère avant de sombrer dans un sommeil solitaire. Tout à coup, le voilà soulevé. Rejaillissent ses attentes de recevoir ce qui lui est dû. Quelqu'un retire sa couche mouillée, soulagement. Des mains vivantes touchent sa peau, soulèvent ses pieds et plient un nouveau linge sans vie et absolument sec autour de ses jambes. Un instant plus tard, c'est comme si ses mains et la couche mouillée n'avaient jamais existé. Il n'a aucune mémoire consciente,
aucun soupçon d'espoir. Le bébé se trouve dans un vide insupportable, sans notion de temps, dans l'immobilité, le silence et le désir, rien que le désir. Son continuum enclenche des mesures d'urgence, mais celles-ci ne sont prévues que pour surmonter de légers écarts par rapport à un traitement correct ou pour susciter le soulagement chez quelqu'un qui, normalement, désirera le lui prodiguer. Son continuum n'a pas de solution adaptée à une telle extrémité, malgré le large éventail d'expériences dont il dispose. Le bébé, après n'avoir respiré que quelques heures, a déjà atteint un degré de désorientation qui dépasse les pouvoirs salvateurs du puissant continuum. Il ne connaîtra probablement plus jamais le sentiment de bien-être qu'il ressentait dans l'utérus et qui aurait dû l'accompagner pour le reste de sa vie. Il part naturellement du principe que sa mère se comporte de manière adéquate envers lui et que leurs motivations et actions respectives doivent se compléter tout naturellement. Quelqu'un arrive et l'élève délicieusement dans les airs. Il est en vie. On le porte un peu trop délicatement à son goût, mais il y a du mouvement. Enfin, il se retrouve à sa place. Son agonie a complètement disparu. Il est blotti dans les bras de sa mère. Bien que sa peau ne puisse pas témoigner d'un soulagement, à cause des vêtements. Aucune nouvelle chair vivante contre la sienne. Ses mains et sa bouche signalent que tout est normal. La joie de vivre, normale dans le continuum, est presque à son comble. Le goût et la texture du sein sont là. Le lait chaud coule dans sa bouche avide. Il entend les battements de cœur qui auraient dû être le lien constant, la rassurante continuité après son séjour dans l'utérus. Des choses bougent devant lui et respirent la vie. La voix qu'il entend le rassure également. Seuls ses vêtements et l'odeur, sa mère se parfume à l'eau de Cologne, lui laissent un arrière-goût de manque. Il tète, et quand il se sent rassasié et bien à son aise, il s'endort. Au réveil, il est en enfer. Aucune mémoire, aucun espoir, aucune pensée ne peut le réconforter de ce purgatoire morose en lui rappelant sa visite à sa mère. Des heures passent, des jours, des nuits. Il pleure, se lasse, s'endort. Il s'éveille et mouille sa couche. À ce stade-là, il n'en retire plus aucun plaisir. Le plaisir du soulagement ressenti au plus profond de lui cède en effet très vite la place à un crescendo de douleur vive lorsque l'urine chaude et acide coule sur sa peau maintenant irritée. Il hurle. Ses poumons épuisés doivent crier pour surpasser cette sensation de brûlure aiguë. Il hurle jusqu'à ce que douleur et pleurs l'épuisent et il tombe de sommeil. Dans son hôpital, qui ressemble à tous les autres, les infirmières débordées changent tous les bébés à heure fixe, qu'ils soient au sec, mouillés, depuis peu ou depuis très longtemps. Les fesses irritées, ils sont renvoyés chez eux où ils pourront être soignés par quelqu'un qui a le temps de s'occuper de ces choses-là. À son arrivée dans la maison de sa mère, on ne peut certainement pas dire que ce soit chez lui, le bébé a déjà un bon aperçu de ce qu'est la vie. Ses impressions ultérieures seront déterminées par ce stade de préconscience marqué par ce qu'il vit. Ainsi, la vie est pour lui synonyme de solitude, de souffrance et d'insensibilité à ses signaux. Mais il ne renonce pas. Tant qu'il y aura de la vie en lui, ses forces vitales lutteront toujours pour rétablir un état d'équilibre. En réalité, il n'y a aucune différence pour lui entre la maison et la maternité de l'hôpital, sauf en ce qui concerne ses fesses irritées. Les heures où il est éveillé, l'enfant les passe dans la nostalgie, le désir ardent et l'attente interminable que le bon ordre des choses soit rétabli. Quelques minutes par jour, son désir devient réalité, car voilà qu'on répond à son besoin plus qu'ardent d'être touché, porté, bougé. Sa mère fait partie de celles qui, après avoir longuement réfléchi, ont décidé de lui autoriser l'accès à leur sein. Elle aime son bébé d'une tendresse qu'elle n'a encore jamais ressentie auparavant. Au début, c'est difficile pour elle de le recoucher dans son berceau après la tétée, surtout parce qu'il pleure désespérément. Mais elle est convaincue qu'elle doit le faire parce que sa propre mère lui a expliqué, et elle sait de quoi elle parle, que si elle cède à ses caprices, il deviendra un enfant gâté et lui causera bien des soucis plus tard. Elle veut tout faire pour le mieux. Pendant un instant, elle ressent que le petit être qu'elle tient dans ses bras est plus important que tout. Elle soupire et le recouche gentiment dans son berceau orné de petits canetons jaunes assortis à toute la chambre.
Elle s'est donné beaucoup de peine pour la décorer de rideaux molletonnés, d'une carpette en forme de panda géant, d'un mobilier blanc, d'une baignoire et d'une table à langer équipée de poudre, d'huile, de savon, de shampoing, d'une brosse à cheveux, dans des tons étudiés spécialement pour les bébés. Des illustrations de bébés animaux vêtus comme des humains égaient les murs. La commode déborde de petits gilets, de grenouillères, de petits chaussons, de bonnets, de moufles et de couches. Dessus, on a placé un agneau en peluche et un vase de fleurs. Fleurs coupées de leurs racines, car sa maman aime, entre guillemets, aussi les fleurs. Elle ajuste le gilet de son bébé et le couvre d'un drap brodé et d'une couverture qui porte ses initiales. Elle en sourit de satisfaction. Rien n'a été oublié dans la décoration de la chambre, bien qu'elle et son jeune mari n'aient pas encore les moyens de s'offrir les meubles prévus pour le reste de la maison. Elle se penche pour déposer un baiser sur la joue toute douce de son bébé et s'écarte tandis que le premier cri d'agonie ébranle le corps de l'enfant. Doucement, elle ferme la porte. Elle lui a déclaré la guerre. Il faut que sa volonté l'emporte. À travers la porte, elle entend ce qui ressemble au cri d'une personne torturée. Son sens du continuum l'identifie comme tel. La nature ne dicterait pas au bébé de hurler au martyr si tel n'était pas précisément le cas. L'heure est aussi grave qu'elle en a l'air. La mère hésite, le cœur tourné vers son tout-petit, mais tient bon et s'éloigne. Il vient juste d'être changé et de boire. Elle est persuadée, dès lors, qu'il n'a pas vraiment besoin de quelque chose, et elle le laisse pleurer jusqu'à l'épuisement. Il se réveille et pleure à nouveau. Sa mère s'assure, par l'entrebâillement de la porte, qu'il est bien installé. Doucement, comme pour ne pas éveiller de faux espoirs, elle referme la porte. Elle se presse vers la cuisine où elle était en train de travailler et laisse une porte ouverte pour surveiller le bébé au cas où il lui arriverait quelque chose, entre guillemets. Les cris du bébé cèdent la place à des vagissements tremblotants. Vu que cela ne suscite aucune réaction, la force motrice de ce signal se perd dans ce vide confus où le soulagement aurait dû depuis longtemps se manifester. Il observe. Il y a un mur derrière les barreaux de son petit lit. Il fait sombre. Il ne peut pas se retourner. Il ne voit que les barreaux, immobiles, et le mur. Au loin, il entend des sons sans signification. Autour de lui, le silence. Il regarde les murs jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Lorsqu'il se rouvre, les barreaux et le mur sont exactement comme avant, mais la lumière est encore plus terne. Entre les éternités qu'il passe couché sur le côté à regarder les barreaux et le mur, il y a d'autres éternités où, sur le dos, il peut voir 2 rangées de barreaux et le haut plafond. Au loin, il y a toujours ces mêmes formes sans vie. Quelquefois, il sent du mouvement, quelque chose lui couvre les oreilles, feutrant ainsi les sons. On l'enfouit sous une pile de couverture. Durant ces moments, il peut voir la grande toile de plastique blanche qui tapisse l'intérieur du landau. Parfois, lorsqu'on l'a couché sur le dos, il peut apercevoir le ciel et l'intérieur de la capote, et parfois même des grands blocs qui défilent avec le paysage. La cime des arbres est très loin, d'ailleurs elle ne le concerne pas non plus. De temps en temps, des gens se penchent vers lui en parlant entre eux ou, plus rarement, en s'adressant à lui. La plupart du temps, il secoue un hochet devant ses yeux, et puisque l'objet est si proche, le bébé sent qu'il est proche de la vie. Il tend les bras et s'agite, pensant qu'on va l'emmener à sa place. Quand le hochet touche sa main, il le saisit et le porte à sa bouche. C'est mal, il agite ses bras, et le hochet se retrouve par terre. Quelqu'un le lui rend. Il apprend que lancer un objet fait venir quelqu'un. Il veut que cette personne, pleine de promesses, revienne, et il relance donc le hochet, ou ce qu'il a sous la main, tant que cela marche. Lorsque l'objet cesse de lui revenir, revoilà le ciel vide et l'intérieur de la capote. Lorsqu'il pleure dans son landau, il est souvent récompensé par des signes de vie. Sa mère agite le berceau car elle a appris que cela avait tendance à le calmer. Le désir douloureux de mouvement, d'expérience, tout ce que ses ancêtres ont connu, eux, pendant leurs premiers mois, est partiellement apaisé par les ballottements du landau, qui lui procurent médiocrement une petite expérience. Mais cela vaut mieux que rien. Les voix autour de lui ne sont pas associées
à un événement qui le concerne et représente donc peu de choses en termes de signification de ses attentes. Néanmoins, elle lui apporte certainement plus que le silence de sa chambre d'enfant. Son expérience du continuum est pratiquement nulle. L'expérience principale éprouvée jusque-là est celle du désir. Sa mère le pèse régulièrement, fière de ses progrès. Ses seules expériences utiles ont lieu pendant les quelques minutes quotidiennes où il est dans les bras et lors de quelques instants disparates, acceptables pour ses différents besoins et donc ajoutés au quota d'expérience. Quand le bébé se trouve sur les genoux de quelqu'un, il se peut qu'un enfant arrive, courant et criant. Cela procure une agréable sensation de mouvement autour de lui, du moins tant qu'il se sent en sécurité. Ballotté agréablement sur les genoux de sa mère, il aime également le vrombissement de la voiture, ses ralentissements et accélérations. Il peut aussi entendre des chiens aboyer et d'autres bruits soudains. Certains peuvent être tolérés quand il est dans son landau, d'autres l'effraient s'il n'est pas sécurisé par l'étreinte maternelle. Les objets placés à sa portée servent à compenser ces lacunes. La tradition veut que les jouets consolent les bébés accablés de douleur. Cela est effectivement le cas, mais il nie l'existence de la douleur en question. Tout d'abord, il y a l'ours en peluche, ou autres poupées molles avec qui dormir, entre guillemets, qui sont censées donner au tout petit l'impression d'une compagnie constante. L'éventuel attachement acharné qui se crée parfois est perçu comme un charmant caprice juvénile plutôt que comme la manifestation d'un manque aigu réduisant le petit à se tourner vers un objet inanimé tant est forte son envie d'avoir un compagnon fidèle. Les landaux et les poussettes qui balancent en sont un autre exemple. Cependant, leurs mouvements sont un substitut si monotone et si maladroit des bras d'une mère qu'ils ne réussissent que très peu à apaiser les désirs du nourrisson esseulé. En plus d'être inadéquats, ils sont très rares. Il y a aussi les jouets qui pendent au-dessus du berceau ou du landau et qui sonnent, chantent ou carillonnent quand le bébé les touche. Ce sont souvent des objets colorés, enfilés le long d'une ficelle qui constitue un élément à regarder en plus des murs. Oui, ils attirent son attention, mais on ne les change que rarement, pour ne pas dire jamais. Ainsi, ils ne répondent pas du tout à son besoin de diversité d'expériences audiovisuelles tellement nécessaire à son développement. En dépit de leur rareté, les balancements, les mélodies et les couleurs vives ne sont pas inutiles. Le continuum, toujours prêt à réaliser ses attentes, assimile tout ce qu'il peut trouver. Certes, ces expériences sont peu fréquentes et ne ressemblent pas aux sensations visuelles, auditives dynamiques, gustatives et olfactives qu'il aurait pu éprouver dans les bras de sa mère et qui auraient agi sur ses sens avides aussi harmonieusement que ceux de nos ancêtres. Certes, certaines expériences sont peu répétées et d'autres sont complètement jetées aux oubliettes. Toutefois, rien n'empêche le continuum. Voilà, bon, désolé d'avoir coupé si brusquement la vidéo, je savais pas où arrêter la lecture, mais c'était ça le passage principal, le récit de l'expérience intérieure du bébé, selon la manière de le traiter moderne. Bon voilà, merci d'avoir écouté, et à la prochaine. Ciao.